Bonjour et bienvenue dans notre salle de presse de la Commission européenne et merci de nous suivre également en ligne et sur Europe by Satellite pour notre midday briefing. Nous sommes le mercredi 7 juillet. I have one announcement for you today concerning the next leg in the President's Next Generation EU tour. Indeed, today and tomorrow, the President will be in Cyprus and Croatia to present the Commission's assessment of the national recovery and resilience plans of these countries on the Next Generation EU. Tonight, the President will travel to Cyprus, where she will first meet the members of the Fire Brigade and of the Department of Forestry, who fought the devastating forest fires in the Limassol district the past week. Then, on Thursday morning, she will meet the President of Cyprus, Nikos Anastasiades, in Nicosia, and will hand over to him our assessment of the country's recovery plan. In the afternoon, the President will be in Zagreb for a meeting with the Prime Minister of Croatia, Mr. Andrej Plenković. She will also take part in a session of the Croatian government. The President will also visit projects which will receive funding from the Recovery and Resilience Facility in the two countries. She will visit the Center of Excellence for Research and Innovation at the University of Cyprus and an electric car company in Croatia. Permettez-moi aussi de vous rappeler que nous allons organiser pour vous un briefing technique off the record et sous embargo sur le plan des reprises et des résiliences de Chypre et de la Croatie. Ce sera aujourd'hui à 16 h. Et avec ceci, nous pouvons passer à vos questions. So please indicate by raising your hand in the room or by raising your hand in the system if you have questions for us today, because we will continue with hybrid midday briefings. Go ahead. Oui, bonjour, Lionel Julien, Arte. J'ai une question par rapport au plan de relance hongrois cette fois. Il y a une certaine confusion en fait. On a vu ce matin un communiqué de presse d'un groupe politique du Parlement européen annoncer la suspension, que la Commission suspendait le plan de relance hongrois. Donc je voudrais savoir ce qu'il en est, est-ce que c'est un coup de com', etc. Ce d'autant qu'il était prévu, il y a une semaine, que Ursula von der Leyen, dans son Wandertour, se rende en Hongrie demain. Donc cette visite a été annulée. Enfin, voilà, je voudrais savoir où on en est de ce plan de relance hongrois et de son approbation qui doit intervenir avant le 11 juillet, visiblement. Voilà, merci. Ou le 12, je ne sais pas. Merci beaucoup pour la question. Permettez-moi de répondre sur les plans des visites et les trajets de la présidente qui visite des États dans le cadre de son tour Next Generation EU. Et je demanderai à Marta de se connecter pour te donner la réponse sur où on est concernant l'évaluation du plan hongrois. Donc sur les visites, on n'a jamais annoncé une visite de la présidente en Hongrie. Et le seul plan de voyage véridique qu'il y a pour ces visites sont ceux que nous annonçons ici officiellement. Donc on ne peut pas parler du fait qu'une visite ait été annulée ou repoussée ou autre chose. En ce qui concerne les plans, Marta, es-tu connectée? Oui, merci. Effectivement, je suis connectée. J'espère que vous m'entendez bien. Bien sûr, je peux clarifier la situation. Pour l'instant, nous continuons notre évaluation approfondie du plan hongrois. Donc, il n'y a pas de suspension. Nous sommes en train d'analyser ce plan selon les critères établis par le règlement sur la reprise et la résilience. Donc, ce sont 11 critères qui notamment évoquent le fait que le plan doit répondre aux recommandations qui ont été mises à la Hongrie dans les années 2019-2020. Donc aux recommandations ou une partie de ces recommandations. Nous regardons également si les plans respectent les conditions en ce qui concerne les mécanismes de contrôle et d'audit qui doivent être mis en place. Et donc c'est une évaluation qui reste en cours. Nous continuons à travailler avec les autorités hongroises. Et donc pour l'instant, nous ne donnons pas encore d'évaluation à ce stade préliminaire de ces discussions. Mais en tout cas, elle continue. Merci. Merci beaucoup, Marta. Vas-y, question de suivi. Follow-up, est-ce que vous pouvez c'est bien le
deadline pour la Hongrie, enfin pour l'approbation du plan par la Commission, c'est bien le 12. Marta. Merci. Alors, effectivement, le règlement prévoit que la Commission a 2 mois pour l'analyse des plans qui nous ont été officiellement soumis. Donc, il nous reste effectivement encore du temps pour finaliser notre évaluation. Merci. Il y a des questions des suivis? Martha, la question se pose si c'est le 12 juillet, si tu te rappelles la date exacte quand le plan hongrois a été soumis. Oui, effectivement, c'est le 12. Merci. Merci beaucoup, cela clarifie. Y a-t-il d'autres questions à ce sujet? Je vois que David a la main levée dans les systèmes virtuellement. David, est-ce à ce sujet? Oui, merci. J'aurais une autre question sur migration après, mais sur ce sujet, je voulais savoir si l'Hongrie a demandé ou pas l'extension d'1 mois pour l'évaluation. Je voulais savoir quels pays ont demandé cette extension. Merci. Merci beaucoup, David, pour ces questions très précises. Martha, à toi. Oui, merci. Alors, à ma connaissance, la Hongrie n'a pas demandé d'extension pour l'instant. Comme j'ai dit, nous sommes encore en phase d'analyse et de discussion avec les États membres en ce qui concerne, avec la Hongrie en ce qui concerne le plan d'évaluation. Et en ce qui concerne les autres États membres qui ont demandé une prolongation de cette période d'évaluation, nous avons effectivement reçu plusieurs demandes. Laissez-moi juste vérifier la dernière situation à ce sujet. Il s'agit de ma mémoire de la Pologne, de la Suède, de la Roumanie, notamment, qui ont demandé cette évaluation, une extension de cette évaluation avec à chaque fois des différents timelines, donc parfois quelques semaines et parfois plusieurs mois. Et il y a également la Finlande. Merci. Merci beaucoup, Martha. Y a-t-il d'autres questions à ce sujet, les plans de relance hongrois? I see that Paula has her hand raised in the system. Paula, go ahead if it's about this. Otherwise, get back to the 2 minutes. Hi, Donna. Yes, it is. Thanks for the floor. I wanted to ask, you mentioned that Hungary has, like any other country, to address the 2019 and 2020 CSR. If we take the 2019 CSR, does Hungary have to address the 4th, which relates to the independence of the prosecutor and anti-corruption measures? Thanks. Thank you very much. So, Marta, more details, please, about the CSRs that are part of the criteria for the evaluation. Thank you very much. As I said, the same criteria of evaluation apply to all member states. And when it comes to the criteria regarding the CSRs, member states are requested to respond to all or a significant subset of recommendations received in the years 2019 and 2020. So, of course, all the CSRs which were issued in those dates or those years are relevant for the assessment of the Commission. And this is indeed on this basis that we are assessing the plan and continuing our discussions with the Hungarian authorities. So, of course, Paula, including the specific one that you referred to, but not only. I think that Paula has a follow-up question. Paula, go ahead. Thank you. Sorry. I just want to understand what level of discretionality does a country have to exclude a CSR from the requirement that it is addressed. So we know that other plans have had this measure room for maneuver in the past, that it's also linked to the extent to which the plan is macroeconomically relevant, how big is the plan related to the GDP. In Hungary, it's quite a big chunk of GDP. It's around 4% what they're asking. Can Hungary simply exclude a CSR from the plan and without the Commission pushing it to do it? So can the country just pick and choose the CSRs? Thanks.
Thank you very much. Well, I believe that Marta was very clear that all CSRs from the relevant period will be taken very thoroughly into account. But Marta, please go ahead if you wish to elaborate further on any room of discretion that would be available. Thank you very much. I mean, I would just reply by recalling a little bit the philosophy of the facility, in the sense that indeed all member states are required to respond to all or a significant subset of CSRs which were addressed to those countries in the years 2019 to 2020. Of course, when it comes to the philosophy of the mechanism, is that it's measures that need to come from the member states. So here, national ownership is very important. We have always stressed that in the last months, and of course, you've seen in our assessment of the recovery plans that we have issued so far, that we have stressed very much that this is, a member state's own process, and they need to put forward the reforms and investments that they would like to see financed by the recovery plans. When it comes to the CSRs, of course, we're looking very much at those which really focus on the objectives which are to be achieved by this facility, which is of course addressing the challenges of the green and digital transitions, but as well as reinforcing the resilience of the member states, the economic resilience of member states. So in that sense, this is what we are paying attention to in our discussions with all member states, and of course we are ensuring a consistent approach to all member states in our assessments and in our discussion. Thank you. Thank you, Marta. I think that Beda had a question. Go ahead. Oui, bonjour. J'avais une question de suivi pour Marta à propos des données qu'elle a données il y a quelques secondes, à propos d'une prolongation. Il y a 4 pays qui auraient demandé une prolongation pour l'analyse des plans, la Pologne, la Suède, la Roumanie et la Finlande. Est-ce qu'on peut avoir des détails en plus, surtout en ce qui concerne la Pologne et la Roumanie, la durée de la prolongation et les raisons pour cette demande de prolongation? Merci beaucoup. Merci Beda. Marta, as-tu les données sous la main, les informations sous la main pour les donner tout de suite? Alors oui, effectivement, en ce qui concerne la Pologne, la demande d'extension était pour 1 mois supplémentaire, ce qui nous amène à la fin de ce mois-ci pour l'évaluation par la Commission. En ce qui concerne l'Estonie, la Roumanie et la Suède, il s'agit d'extension jusqu'à la fin du mois de septembre. Merci. Est-ce qu'il y a des raisons qui ont été données par les États qui ont demandé la prolongation? Et la question des suivis de Beda. Oui, merci Dana. Donc en fait, les extensions, ce qui est important de souligner, c'est que c'est des extensions qui sont donc... il y a un accord des 2 parties, donc du pays en question et ainsi que de la Commission. Pour ces extensions, c'est prévu par le règlement, donc c'est quelque chose qui a été déjà prévu donc à la base dans le règlement sur la reprise et la facilité de résilience. En fait, ce que ces extensions permettent, c'est de continuer donc les discussions, de clarifier certains points, de pouvoir apporter des informations supplémentaires, mais bien sûr, c'est à chaque pays de décider, de demander ces extensions. Et si vous voulez bien sûr des explications plus précises pourquoi certains pays ont demandé une extension ou une autre, je vous inviterai à vous adresser à ces pays en particulier. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions au sujet des plans nationaux de relance, de reprise et de résilience? Je n'en vois pas. Donc, j'ouvre à d'autres questions. Je vois que David a déjà sa main levée. Vas-y, David. Oui, merci. 2 questions. La première, c'est sur le thème migration. Je sais que c'est 2 portefeuilles différents, mais je vous les pose les 2. La première, c'est sur la situation de Ocean Vikings, qui demande encore un port pour ces 592 migrants, je crois, à bord. Ils ont annoncé hier qu'ils ont à manger pour 2 jours encore. Je sais que vous n'avez pas de compétences sur l'attribution des ports sûrs, débarquement et tout ça.
Mais ma question est plus générale. On a cette pratique de la part de l'Italie et de Malte depuis des années, je dirais. Et je voulais savoir si cela n'implique pas un refoulement, vu qu'on ne permet pas à ces migrants de demander asile sur le territoire européen, et s'il n'y a pas de traitement inhumain de la part de ces pays qui ne veulent pas faire débarquer des personnes qui risquent leur vie en mer. Et vu que c'est une pratique systémique, on le voit depuis des années. Deuxième question, j'avais demandé vendredi de savoir si le bateau de la garde-côte libyenne qui a tiré sur des migrants dans la SAR-zone de Malte était financé par l'Union européenne, et si les personnes à bord ont fait partie de la formation financée par l'Union européenne. Et je voulais savoir si vous avez une réponse par rapport à ça, et s'il y a un update sur l'enquête que Peter nous avait annoncée sur la question. Merci beaucoup, David. D'abord, Adalbert va répondre à la première question concernant les débarquements. Merci beaucoup, David. Je ne répéterai pas notre position générale ou la situation juridique générale que tu as aussi rappelé en quelques mots concernant la question des débarquements. C'est d'ailleurs quelque chose que nous avons eu l'occasion aussi d'évoquer en salle de presse il y a à peine quelques jours avec Nikolai. Mais concernant ta question de l'évaluation juridique de ce qui pourrait se passer sur les bateaux, là aussi, je ne vais pas pouvoir t'apporter d'éléments très, très précis. Évidemment, nous attendons de la part des États membres de respecter entièrement les droits fondamentaux en toutes circonstances. Ensuite, ça va être la situation juridique spécifique de chaque bateau va dépendre d'un certain nombre de facteurs, y compris notamment l'endroit où se trouve le bateau, s'il se trouve sur le territoire européen ou en dehors du territoire d'application du droit européen, et ensuite de l'implication des États membres. Mais je ne pourrais pas malheureusement faire une analyse très approfondie de la situation juridique ici en salle de presse. Merci beaucoup. J'inviterai d'abord les collègues à manifester leur intérêt pour poser d'autres questions à Adalbert sur les questions des migrations ou d'autres questions qu'il couvre, puisqu'Adalbert est sur scène, avant de passer à ta deuxième question, David, qui concerne la Libye et qui implique donc un autre dossier et un autre porte-parole. Je pense que David, d'abord, tu as une question de suivi. Vas-y. Oui, merci. Dans le passé, Adalbert, vous avez demandé à plusieurs occasions, dans des cas similaires, de permettre le débarquement des migrants en toute sécurité, pour garantir leur sécurité, etc. Je me demande pourquoi, cette fois, vous ne le demandez pas. Je n'ai pas d'éléments particuliers à te donner là-dessus, David. Là, pour l'instant, la situation est que, selon les dernières informations que nous avons, un port sûr a été demandé, et c'est maintenant aux États membres, c'est aux États membres de donner suite éventuellement, selon leurs obligations internationales, à cette demande si appropriée. Mais ce n'est pas quelque chose où il y a une compétence spécifique pour la Commission. Merci. Y a-t-il d'autres questions sur la migration? Je pense que Lorenzo. Vas-y, Lorenzo. Oui, justement, ensuite, en fait, l'autre jour, on avait parlé de ça aussi, et la question était posée concernant l'accord de Malte de septembre 2019, si je ne me trompe pas. Et donc, tu as répondu, Adalbert, qu'en général, on parle de la possibilité de recolocation des réfugiés, de la distribution des réfugiés volontaires après qu'il y a eu le débarquement. Mais dans ce cas,
on voit qu'il y a une situation dans laquelle il n'y a pas de pays ou de port qui est offert parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire avec ces 500 migrants. Et donc, ce n'est pas le cas de commencer déjà à parler de où on peut redistribuer ces migrants en appliquant peut-être cet accord de Malte, cette déclaration de Malte, qui pourrait pragmatiquement résoudre le problème. Alors, je vais juste rappeler à peu près comment cela se passe. Donc, nous sommes en contact permanent avec les États membres concernant ces questions-là, concernant les questions de sauvetage en mer et aussi ensuite la relocalisation sur base volontaire des personnes qui ont été débarquées. Mais typiquement, ce qui se passe, c'est que nous recevons une demande spécifique de la part d'un État membre pour coordonner une relocalisation une fois que les personnes ont été débarquées. Donc ça, c'est la procédure ou la pratique qui est établie. Après, évidemment, on peut avoir des discussions informelles avec les États membres, comme nous le faisons de toute manière systématiquement concernant ces questions à différents moments. Mais là, pour ce cas spécifique, je n'ai pas d'informations particulières à offrir à ce stade sur des conversations qui seraient déjà en cours. L'état actuel des choses est que les personnes n'ont pas été débarquées et c'est aux États membres de regarder quelles seraient les actions appropriées. Merci Adalbert. Y a-t-il d'autres questions pour Adalbert à ce sujet? Ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il y a des questions pour Adalbert sur d'autres sujets qu'il couvre? Ce n'est pas le cas non plus. Merci beaucoup Adalbert. Donc maintenant, j'invite Peter pour donner une réponse à la question de David sur la Libye. Merci David. Bon après-midi. La réponse à la deuxième question, c'est non. Le bateau de cet incident n'était pas financé par l'Union européenne. Et en général, permettez-moi de dire que nous ne finançons pas la garde côtière libyenne. Nous soutenons une autre organisation. Le nom de cette organisation, c'est General Administration for Coastal Security. Et nous soutenons cette entité, cette organisation avec l'équipement et avec le training. Donc, la première partie de la question, vous avez peut-être vu la déclaration des commandants des gardes côtières libyennes le vendredi dernier. Eux, il a condamné l'incident de la semaine dernière et il a annoncé que ce n'était pas dans les limites des procédures libyennes et on a lancé déjà l'investigation. Donc, c'est la procédure que nous aimerions voir, que les autorités libyennes font l'investigation propre et que les personnes responsables pour cet incident vont être... qu'il y a conséquences pour les personnes responsables pour cet incident. Merci beaucoup, Peter. Y a-t-il d'autres questions à ce sujet pour Peter? Ou bien y a-t-il des questions sur d'autres sujets d'affaires étrangères que Peter pourra prendre? Indeed, I see that Nawab has a question, so go ahead. Yes, thank you, Dana. Peter, good afternoon. When do you expect the Iran nuclear talks to resume in Vienna? Thank you. Thank you very much. As you know, the role of the HRVP is the coordinator, and the coordinator advances and takes decisions and actions based on the coordination with the participating parties. So whenever there is agreement by all to reconvene, they will reconvene, and you know that this is an ongoing process. The diplomatic talks and the diplomatic engagement goes on even beyond the formal meetings in Vienna. So the next meeting, as always, the next meeting of the Joint Commission will be announced if and when appropriate. Thank you, Peter. Are there any additional questions for Peter on Foreign Affairs matter today?
This is not the case. Thank you, Peter. Are there any other questions for us today on any other matter? This is not the case, so thank you very much for your attention, for joining us here in the press room. And don't forget the technical briefing of the record that we organized for you at 4 o'clock on the national plans of Cyprus and Croatia. Have a good afternoon.